mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et profitez de votre visionnage. Ce soir, je vous invite à voyager dans les steppes infinies où le vent murmure encore les histoires des peuples qui ont façonné l'histoire d'un continent entier. Installez-vous confortablement, fermez à demi vos paupières et laissez-vous porter par le galop des chevaux qui résonne à travers les millénaires. Avez-vous déjà imaginé qu'un peuple sans ville permanente, sans écriture propre, puisse faire trembler les plus grands empires de l'Antiquité? Comment des nomades, dont les maisons étaient des tentes transportées sur des chariots, ont-ils pu créer un art si sophistiqué qu'il fascine encore les conservateurs de musées aujourd'hui? Pourquoi les Grecs, ces bâtisseurs de la philosophie occidentale, parlaient-ils avec autant de crainte et d'admiration des cavaliers venus des steppes du Nord? Et comment expliquer que les tactiques de guerre inventées il y a plus de 2000 ans dans les plaines eurasiatiques soient encore étudiées dans les académies militaires modernes? Quels secrets ces peuples des steppes ont-ils découverts pour dominer un territoire plus vaste que l'Europe entière avec des populations relativement peu nombreuses? Les réponses à ces questions nous plongent dans l'univers des Scythes et des Sarmates, ces peuples cavaliers qui n'ont pas seulement dominé les steppes, mais ont façonné le destin de civilisations entières. Leur héritage ne se limite pas à quelques objets en or dans des vitrines de musées. Ils ont redéfini l'art de la guerre, créé un réseau commercial traversant des continents, et influencé durablement les mythes et légendes de dizaines de cultures différentes. Leur mode de vie, fondé sur la mobilité et l'adaptation constante, représente une alternative fascinante à notre conception sédentaire de la civilisation. Ce que nous allons découvrir ensemble ce soir, c'est que l'histoire de ces nomades est aussi l'histoire d'un mode de vie qui a existé pendant des millénaires et qui a disparu presque entièrement. Une façon d'être au monde qui privilégiait le mouvement plutôt que l'enracinement, la mobilité plutôt que l'accumulation, la liberté sous le ciel plutôt que la sécurité des murs. C'est l'histoire d'hommes et de femmes qui vivaient en harmonie avec leur environnement non par choix idéologique, mais par nécessité quotidienne, capables de lire dans le vol des oiseaux l'annonce d'un changement de saison, dans la nervosité des chevaux l'approche d'un danger invisible. Fermons les yeux et imaginons-nous transportés dans ces vastes étendues où l'horizon semble infini. Le bruissement de l'herbe sous le vent, le crépitement des feux de camp dans la nuit froide, le martèlement lointain des sabots d'une horde de cavaliers approchant. C'est dans ce monde que commence notre histoire. Un monde où le ciel nocturne, d'une clarté saisissante loin de toute pollution lumineuse, servait de carte et de calendrier, où chaque étoile avait un nom et une signification. Bien avant que les Scythes ne fassent leur apparition dans les récits des historiens grecs, les steppes eurasiatiques étaient déjà le théâtre d'un mode de vie unique. De l'Ukraine actuelle jusqu'aux confins de la Mongolie, sur plus de 5000 kilomètres, s'étendait un océan d'herbes où les forêts n'apparaissaient que comme des îles dispersées. Dans cet espace immense, le climat imposait sa loi. Des hivers glaciaux où le thermomètre pouvait descendre jusqu'à 40 degrés en dessous de zéro. Des étés brûlants où la chaleur desséchait la végétation. Entre ces deux extrêmes, 2 courtes saisons de transition où la steppe explosait de vie. Cette immensité n'était pas un désert monotone. Au contraire, les spécialistes distinguent plusieurs écosystèmes de steppe. La steppe boisée au nord, où des bosquets d'arbres, bouleaux, chênes, pins ponctuent le paysage. La steppe herbeuse au centre, dominée par des graminées pouvant atteindre la hauteur d'un homme lors des années humides. La steppe semi-désertique au sud, plus aride, où la végétation se fait plus rare et plus courte. Cette diversité offrait des ressources variées aux populations qui savaient les exploiter selon les saisons. La faune était également riche et diversifiée. Chevaux sauvages galopant en immenses troupeaux, antilopes saïgas au nez caractéristique, loups chassant en meute organisée, aigles royaux planant dans les courants thermiques. Dans les zones plus boisées du nord, on trouvait des cerfs, des sangliers, des ours, tandis que les régions méridionales abritaient diverses espèces adaptées aux conditions plus sèches. Les premiers habitants de ces régions avaient compris que dans un tel environnement, l'immobilité signifiait la mort. Ils suivaient le rythme des saisons, se déplaçant constamment à la recherche de pâturages frais pour leurs troupeaux.
Depuis le 5e millénaire avant notre ère, les archéologues ont retrouvé les traces de ces pasteurs nomades, poteries, outils, sépultures, dispersés sur d'immenses territoires. Ces premières populations pastorales appartenaient à différentes cultures archéologiques. La culture de Srednistog, près du Dniepr, la culture de Khvalinsk sur la Volga, la culture d'Afanasievo dans l'Altaï, et bien d'autres. Leurs sépultures révèlent déjà une société hiérarchisée, avec des tombes plus riches que d'autres, suggérant l'existence de chefs ou d'individus de statut élevé. Les analyses génétiques récentes montrent que ces populations étaient issues d'un mélange entre chasseurs-cueilleurs locaux et agriculteurs venus du Proche-Orient et du Caucase. La révolution du cheval monté transforma profondément ces sociétés. Auparavant, les déplacements étaient limités par la vitesse de marche des troupeaux et des humains qui les accompagnaient. Avec le cheval comme monture, la mobilité fut démultipliée. Un cavalier pouvait parcourir jusqu'à 100 km en une journée, là où un piéton n'en faisait que 30. Cette nouvelle capacité permit d'exploiter des territoires plus vastes, de réagir plus rapidement aux changements environnementaux et bien sûr, de développer de nouvelles techniques guerrières. Mais ce monde allait connaître une révolution fondamentale au début du premier millénaire avant notre ère. La domestication du cheval comme monture. Bien sûr, le cheval était déjà utilisé depuis longtemps comme animal de trait et source de nourriture. Mais quelque part dans les steppes, des hommes eurent l'idée de monter ces animaux, de les contrôler avec des morts, et de développer un art équestre qui allait transformer leur société. L'invention du mors fut décisive. Les premiers mors, faits d'os ou de bois de cerf, présentaient déjà une sophistication surprenante. Ils permettaient de contrôler la direction et la vitesse du cheval avec une précision croissante. Plus tard, les mors métalliques offriraient un contrôle encore supérieur. Ces innovations techniques, apparemment modestes, eurent des conséquences géopolitiques immenses en permettant à des groupes relativement petits de dominer d'immenses territoires. Une erreur commune est de penser que les Scythes furent les premiers cavaliers de l'histoire. En réalité, d'autres peuples des steppes avaient déjà développé ces techniques. Ce que les Scythes apportèrent, ce fut une innovation militaire décisive. L'arc composite tiré à cheval. Imaginez un guerrier capable de décocher des flèches mortelles tout en galopant à pleine vitesse, tournant autour de ses adversaires comme un essaim d'abeilles meurtrières. C'était une révolution aussi importante que l'invention de l'aviation dans la guerre moderne. Cet arc composite était lui-même un chef-d'œuvre technologique. Fabriqué à partir de plusieurs matériaux, bois, cornes, tendons, collés ensemble avec une colle spéciale faite à base de vessie de poisson, il stockait une énergie bien supérieure à celle d'un arc simple. Sa puissance permettait de percer les armures à une distance considérable. Sa petite taille le rendait maniable à cheval. Des expérimentations modernes ont montré qu'un tel arc pouvait envoyer une flèche à plus de 400 mètres, avec une précision mortelle jusqu'à 150 mètres. Le monde, avant les Scythes, était déjà organisé en confédérations tribales, avec des hiérarchies sociales bien définies. Les kurganes, ces tumulus funéraires qui ponctuent encore aujourd'hui le paysage des steppes, témoignent d'inégalités sociales marquées dès l'âge du bronze. Les chefs étaient enterrés avec richesse. Armes, bijoux et parfois chevaux et serviteurs sacrifiés pour les accompagner dans l'au-delà. Ces kurganes représentaient bien plus que de simples tombes. Certains, comme ceux d'argent en Touva, atteignaient 100 mètres de diamètre et plus de 10 mètres de hauteur. Leur construction mobilisait des ressources considérables et une main-d'œuvre nombreuse, démontrant le pouvoir des élites capables d'organiser de tels travaux. Visibles de loin dans le paysage plat des steppes, ils servaient aussi de marqueurs territoriaux et de points de repère pour les déplacements. La vie quotidienne se déroulait principalement autour du bétail. Les troupeaux de moutons, de chèvres, de bovins et de chevaux constituaient à la fois la richesse, la nourriture et le moyen de transport. Les yourtes, ces tentes circulaires recouvertes de feutre, pouvaient être démontées en moins d'une heure et transportées sur des chariots tirés par des bœufs. Une famille pouvait ainsi se déplacer sur des dizaines de kilomètres en une seule journée. La fabrication de ces yourtes relevait d'un savoir-faire sophistiqué transmis de génération en génération. La structure en bois,
composé de perches rayonnant depuis un cercle central et relié à une couronne ajourée laissant échapper la fumée, devait être à la fois solide et légère. Les couvertures de feutre, fabriquées à partir de laine de mouton battue et imprégnées de graisse animale pour l'imperméabiliser, offraient une isolation remarquable. En hiver, une yourte bien construite pouvait maintenir une température intérieure confortable, même quand le thermomètre extérieur descendait à moins 30 degrés. L'alimentation était dominée par les produits laitiers. Le lait fermenté, sous forme de koumi, lait de jument fermenté, ou d'airan, yogourt liquide, constituait la base de leur régime alimentaire, complété par la viande lors d'occasions spéciales ou en hiver. Les céréales étaient rares et souvent obtenues par échange avec les populations sédentaires voisines. Les techniques de conservation des aliments étaient remarquablement adaptées à la vie nomade. La viande était souvent séchée ou fumée pour être conservée longtemps. Une spécialité consistait à couper la viande en fines lanières, à la saler légèrement, puis à la faire sécher au vent. Ce jerky préhistorique pouvait être consommé tel quel ou réhydraté dans des soupes. Les produits laitiers fermentés se conservaient naturellement grâce à leur acidité. Certains fromages très durs, presque déshydratés, pouvaient se garder des mois. L'habillement révélait déjà un artisanat sophistiqué. Tuniques et pantalons en cuir ou en laine, parfois décorés de motifs géométriques, bottes montantes adaptées à l'équitation, bonnets de fourrure pour les hivers rigoureux. Les femmes portaient souvent des robes ornées de perles et de plaques métalliques qui tintaient lors des mouvements, créant une musique caractéristique. Le travail du cuir atteignait un niveau d'excellence particulier. Les peaux étaient tannées selon des procédés gardés secrets au sein de certaines familles. Certains cuirs étaient si finement travaillés qu'ils ressemblaient presque à du tissu, souple et doux. D'autres étaient durcis pour fabriquer des éléments d'armure légère mais efficaces. Les techniques de couture, utilisant des aiguilles en os ou en métal et des fils de tendons d'animaux, permettèrent de créer des vêtements parfaitement adaptés au climat et aux activités équestres. Un élément crucial de ce monde nomade était le rapport à la nature et aux esprits. Sans temple permanent, leur religion se pratiquait en plein air, autour de feux sacrés ou de poteaux rituels. Le chamanisme y jouait un rôle central. Des hommes et des femmes capables d'entrer en transe, de voyager dans le monde des esprits, de guérir les malades et de prédire l'avenir. Ces chamans utilisaient tambours, herbes psychotropes et danses rituelles pour atteindre des états de conscience modifiés où ils pouvaient communiquer avec les ancêtres et les divinités. Les récits mythologiques, transmis oralement, expliquaient l'origine du monde, des animaux, des humains et de leurs coutumes. Une cosmologie complexe divisait l'univers en 3 niveaux. Le monde supérieur, domaine des divinités célestes, le monde du milieu, habité par les humains et les animaux. Le monde inférieur, royaume des morts et des esprits chtoniens. Des créatures hybrides, mi-hommes, mi-animaux, servèrent d'intermédiaires entre ces mondes, une thématique qu'on retrouvera plus tard abondamment dans l'Arcite. L'éducation des enfants reflétait les priorités de cette société nomade. Dès l'âge de 3 ou 4 ans, les enfants apprenaient à monter à cheval. À 7 ans, un jeune garçon savait déjà manier un petit arc adapté à sa taille. Les filles étaient initiées très tôt aux techniques de traite, de transformation du lait, de couture et de fabrication du feutre. Tous les enfants, indépendamment de leur sexe, devaient connaître les plantes comestibles et médicinales, savoir s'orienter dans la steppe et maîtriser les récits traditionnels qui constituaient la mémoire du groupe. C'est dans ce contexte que les Scythes émergèrent comme une force dominante vers le 8e siècle avant notre ère. Leur origine exacte reste débattue, mais les indices linguistiques suggèrent qu'ils parlaient une langue indo-européenne du groupe iranien oriental. Ils n'étaient pas un peuple unifié, mais plutôt une confédération de tribus partageant une culture commune, un art de vivre et surtout une manière de faire la guerre. La linguistique comparative a permis de reconstruire partiellement leur langue, grâce notamment aux noms propres et aux quelques mots scythes rapportés par les auteurs grecs. Ainsi, on sait que aspa signifiait cheval, sora voulait dire épée, et paradata désignait un souverain. Ces termes
montre clairement l'appartenance du site à la famille des langues iraniennes, tout en révélant certaines particularités phonétiques qui le distinguaient du perse ou de l'avestique. Les premiers récits détaillés sur les Scythes nous viennent d'Hérodote, l'historien grec du 5e siècle avant notre ère. Il nous décrit un peuple féroce et indomptable, mais aussi des hommes aux coutumes étranges et fascinantes. Ils n'ont ni ville ni forteresse, écrit-il. Ils emportent leur demeure avec eux. Ils sont tous archers à cheval, vivant non de l'agriculture, mais de leur bétail, et leurs habitations sont sur leurs chariots. Hérodote rapporte plusieurs traditions sur l'origine des Scythes. Selon une légende indigène, ils descendaient de Targitaos, fils de Zeus, et d'une fille du fleuve Borystène, Dniepr. Targitaos aurait eu 3 fils, et c'est au plus jeune, Colaxaïs, que seraient échus des objets d'or tombés du ciel. Une charrue, un joug, une hache et une coupe. Ces objets sacrés, conservés précieusement et honorés par des sacrifices annuels, symbolisaient les fondements de la société scythe. L'agriculture marginale, charrue et joug. La guerre, hache, et les rituels religieux, coupe. Un mythe persistant veut que les Scythes aient été un peuple primitif et barbare. En réalité, ils avaient développé une société complexe, avec une stratification sociale élaborée, un artisanat raffiné et des réseaux commerciaux étendus. Ce n'était pas l'absence de capacité qui les empêchait de construire des villes, mais un choix délibéré dicté par leur mode de vie et l'environnement dans lequel ils évoluaient. L'organisation sociale des Scythes comportait plusieurs strates. Au sommet, les rois et les aristocrates guerriers, propriétaires de grands troupeaux et leaders militaires. Venaient ensuite les guerriers ordinaires, qui formaient le gros des forces combattantes. Une classe d'artisans spécialisés, forgerons, orfèvres, armuriers, fabricants d'arcs, occupait une position respectée. Les éleveurs ordinaires constituaient la majorité de la population. Enfin, des esclaves, souvent des prisonniers de guerre ou leurs descendants, effectuaient les tâches les plus pénibles. Une autre idée reçue est que les Scythes étaient tous identiques. Au contraire, Hérodote distingue plusieurs groupes. Les Scythes royaux, qui dominèrent les autres. Les Scythes agriculteurs, semi-sédentaires qui cultivèrent pour le commerce. Les Scythes nomades, qui suivaient leurs troupeaux dans les steppes. Cette diversité montre que même au sein d'une culture nomade, différentes adaptations étaient possibles. Les découvertes archéologiques confirment cette diversité. Dans les régions du nord de la mer Noire, des sites comme Belsk montrent des établissements semi-permanents avec des fortifications rudimentaires et des zones d'habitation plus stables. Plus à l'est, en revanche, le mode de vie restait entièrement nomade, sans structure permanente autre que les khourganes et quelques sanctuaires. Entre ces deux extrêmes, toutes les situations intermédiaires existaient. Qu'est-ce qui poussa ces peuples à devenir une force militaire redoutable, capable de rasier les frontières des grands empires et de contrôler les routes commerciales sur des milliers de kilomètres? Plusieurs facteurs entrent en jeu. La motivation économique était évidente. Les raids contre les populations sédentaires rapportaient un butin considérable. Métaux précieux, tissus, vins, huile d'olive, armes de qualité, autant de produits inaccessibles dans les steppes. Le contrôle des routes commerciales permettait également de taxer les marchands qui traversaient leur territoire, créant une source de revenus régulière. Le mécanisme de ces raids s'affinait avec l'expérience. Des espions s'infiltraient d'abord dans les régions visées, évaluant les richesses, les défenses, les moments propices à l'attaque. Puis venait la phase de préparation. Mobilisation des guerriers, rassemblement des chevaux, fabrication de flèches en quantité, planification des itinéraires. L'attaque elle-même était fulgurante. Surgissant à l'aube, les cavaliers scythes submergeaient leurs victimes avant qu'elles puissent organiser une défense cohérente. Le raid ne durait souvent que quelques heures, le temps de rassembler un butin transportable, d'incendier ce qui ne pouvait être emporté et de capturer des prisonniers à valeur marchande. Avant que des renforts puissent arriver, les assaillants avaient déjà disparu, ne laissant derrière eux que désolation et fumée. La pression démographique jouait également un rôle. Dans un environnement aux ressources limitées, l'expansion territoriale
devenaient parfois nécessaires pour soutenir une population croissante. Les périodes de sécheresse, ou les hivers particulièrement rigoureux, pouvaient pousser des tribus entières à chercher de nouveaux pâturages, provoquant des conflits en chaîne. Les analyses paléoclimatiques montrent que le début du premier millénaire avant notre ère fut marqué par plusieurs oscillations climatiques significatives. Une période plus froide et plus sèche vers 800 avant notre ère contraignit probablement certains groupes à se déplacer vers des régions plus favorables. Ces mouvements créèrent un effet domino. Les populations déplacées poussaient à leur tour d'autres groupes, générant une onde de choc qui pouvait se propager sur des milliers de kilomètres et affecter des sociétés très éloignées de l'épicentre. Et Nischel, le prestige social, constituait une autre motivation puissante. Dans la société scythe, le statut d'un guerrier dépendait directement de ses exploits au combat et du butin qu'il rapportait. Les récits héroïques, transmis oralement de génération en génération, célébraient les grands chefs et leurs victoires. Un jeune homme ambitieux n'avait d'autre choix que de prouver sa valeur par les armes. Ces récits épiques, dont malheureusement aucun n'a survécu intégralement, étaient déclamés lors de banquets ou de cérémonies importantes par des bardes spécialisés. Accompagnés de harpes ou de luths primitifs, ils combinaient narration, chant et parfois mime. Ces performances orales ne se contentaient pas de divertir. Elles éduquaient les jeunes aux valeurs guerrières, transmettaient l'histoire du groupe et renforçaient la cohésion sociale autour d'exploits fondateurs partagés par tous. Cette culture guerrière s'exprimait jusque dans l'apparence physique. Les Scythes portaient fièrement leurs cicatrices de bataille. Hérodote raconte que certains buvaient le sang de leur premier ennemi tué et utilisaient les crânes des adversaires les plus redoutables comme coupe. Les scalps des ennemis étaient parfois attachés aux rênes des chevaux comme trophée, et le nombre de scalps déterminait le prestige du guerrier. Ces pratiques qui nous paraissent aujourd'hui barbares s'inscrivaient dans un système de croyances cohérent. En buvant le sang de l'ennemi, le guerrier s'appropriait symboliquement sa force. En transformant son crâne en coupe, il démontrait sa domination totale, transformant l'adversaire redoutable d'hier en objet utilitaire. Les scalps servaient de preuve tangible de la valeur guerrière. Impossible à falsifier dans une société sans écriture où la réputation était tout. L'odeur de cuir, de cheval et de fumée imprégnaient leurs vêtements. Le tintement des écailles de leurs armures et le sifflement du vent dans les cordes de leurs arcs créaient une musique menaçante qui précédait leur arrivée. Leurs tatouages élaborés, dont certains ont été préservés sur des corps momifiés naturellement dans le permafrost, racontaient leurs exploits ou invoquaient la protection des divinités. Ces tatouages, retrouvés notamment sur des corps des Kourganes de Pazyryk dans l'Altaï, montrent une maîtrise technique étonnante. Réalisés avec des aiguilles en os très fines et des pigments à base de charbon ou d'ocre, ils représentent principalement des animaux, cerfs, félins, rapaces, créatures fantastiques, dans le style caractéristique de l'art scythe. La position de certains tatouages, sur des zones habituellement couvertes par les vêtements, suggère qu'ils n'étaient pas seulement décoratifs, mais avaient une fonction protectrice ou magique. La religion jouait un rôle central dans leur motivation guerrière. Les Scythes vénéraient particulièrement une divinité assimilée par les Grecs à Arès, dieu de la guerre. Des épées plantées au sommet de tertres servaient d'autel, où l'on sacrifiait chevaux et prisonniers. La croyance en une vie après la mort, où le guerrier continuerait à chevaucher dans des steppes éternelles, diminuait la crainte de mourir au combat. Le panthéon scythe, tel que décrit par Hérodote et partiellement confirmé par l'archéologie, comprenait plusieurs divinités majeures. Tabiti, déesse du foyer et du feu, équivalente de l'Hestia grecque, Papaios, dieu du ciel assimilé à Zeus, Hapi, déesse de la terre, Oitosiros, dieu solaire identifié à Apollon, Arjampasa, déesse de la fertilité apparentée à l'Aphrodite Urania des Grecs. D'autres divinités, dont les noms ne nous sont pas parvenus, présidaient aux éléments naturels, à la guerre, aux troupeaux. Les risques de ce mode de vie étaient considérables. Les blessures de guerre étaient fréquentes et souvent mortelles, même si les Scythes avaient développé des connaissances médicales surprenantes, utilisant des herbes, des cataplasmes
et même des techniques chirurgicales rudimentaires pour soigner leurs blessés. Des trépanations, opérations consistant à percer le crâne pour soulager la pression intracrânienne après un traumatisme, ont été observées sur des squelettes scythes, avec des signes de survie et de cicatrisation indiquant que certains patients survivaient à cette intervention risquée. Des attelles en bois ont été retrouvés sur des membres fracturés, témoignant de connaissances en traumatologie. Des plantes médicinales comme l'achillée millefeuille, aux propriétés antiseptiques et hémostatiques, étaient couramment utilisées, comme le confirment des résidus retrouvés dans des récipients funéraires. Les conditions climatiques extrêmes représentaient un danger constant. Une tempête de neige soudaine pouvait décimer un troupeau et affamer une tribu entière. La foudre, fréquente dans les steppes ouvertes, était crainte comme une manifestation de la colère divine. Pour faire face à ces risques naturels, les Scythes avaient développé une capacité d'observation météorologique remarquable. Ils savaient interpréter la forme des nuages, la direction du vent, le comportement des animaux pour prédire les changements de temps. Des abris d'urgence étaient prévus le long des itinéraires de transhumance. Grottes naturelles, ravins protégés ou simples dépressions du terrain où l'on pouvait rapidement dresser des tentes et rassembler le bétail en cas de tempête imminente. Les conflits intertribaux constituaient une autre menace permanente. Les raids pour voler du bétail ou des femmes créaient des cycles de vengeance qui pouvaient durer des générations. L'hospitalité envers les étrangers, si souvent mentionnée dans les sources antiques, coexistait avec une méfiance profonde et une promptitude à la violence. Cette hospitalité, apparemment contradictoire avec leur réputation guerrière, obéissait à des règles strictes. Un étranger qui demandait l'hospitalité selon les formes prescrites, généralement en présentant un symbole de paix comme une branche ou en invoquant la protection d'une divinité commune, devenait sacré et inviolable. Le violer constituait un sacrilège majeur qui attirerait la colère divine. Mais cette protection cessait dès qu'il quittait le campement ou rompait lui-même les règles de l'hospitalité. Par ailleurs, cette coutume ne s'appliquait qu'aux étrangers isolés ou en petits groupes. Une caravane commerciale ou une troupe armée restait un objet de méfiance. Malgré ces dangers, les Scythes s'aventurèrent toujours plus loin, explorant des territoires inconnus, affrontant des peuples aux coutumes étranges, repoussant sans cesse les limites de leur monde connu. Le voyage à travers les steppes n'était pas sans péril. Sans carte ni boussole, les Scythes s'orientaient grâce aux étoiles, aux caractéristiques du paysage et à une connaissance intime du territoire transmise oralement. Chaque rivière, chaque colline, chaque affleurement rocheux avait un nom et une histoire, créant une géographie mentale d'une précision remarquable. Cette cartographie orale s'appuyait sur divers systèmes mnémotechniques. Des récits associaient chaque lieu important à un événement mémorable ou à un ancêtre. Des chants énuméraient les points d'eau dans leur ordre géographique. Des danses mimaient le parcours à suivre, chaque geste représentant un élément du paysage. Ainsi, même si un guide mourait en chemin, d'autres membres du groupe pouvaient retrouver la route grâce à ces connaissances partagées. Les caravanes se déplaçaient lentement, au rythme des plus faibles, vieillards, enfants, troupeaux. L'ordre de marche n'était pas laissé au hasard. En tête, des éclaireurs à cheval surveillaient l'horizon. Au centre, les chariots transportant les yourtes, les provisions et les personnes vulnérables. Sur les flancs, les troupeaux encadrés par des bergers. À l'arrière, une garde vigilante prête à repousser toute attaque. La vitesse moyenne d'une telle caravane ne dépassait pas 15 à 20 km par jour. Les arrêts étaient fréquents pour permettre aux animaux de paître. Le campement du soir était installé près d'un point d'eau, si possible dans un lieu offrant quelques protections naturelles, dos d'une colline, méandre d'une rivière, petit bois. Les yourtes étaient disposées en cercle, créant un espace central protégé où les troupeaux pouvaient être rassemblés pour la nuit. Le bruit de cette migration était caractéristique. Grincement des roues en bois, bêlement des moutons, hennissement des chevaux, claquement des fouets, cris des enfants, chants des femmes pour rythmer la marche. Une tribu en déplacement pouvait être entendue bien avant d'être vue. Ces déplacements suivaient généralement des itinéraires saisonniers établis depuis des générations. En hiver,
On cherchait des vallées abritées où la neige était moins profonde et où le bétail pouvait encore trouver quelque nourriture en grattant le sol. Au printemps, on remontait vers les pâturages d'altitude, plus frais et moins infestés d'insectes pendant les chaleurs estivales. L'automne voyait le retour vers des zones plus clémentes avant les grands froids. Ce cycle annuel créait un rapport au territoire cyclique plutôt que linéaire. On revenait au même lieu, mais transformé par la saison. Les points d'eau constituaient des étapes cruciales. Connaître leur emplacement, leur fiabilité selon les saisons, leur qualité était vitale. Certaines sources étaient considérées comme sacrées, habitées par des esprits qu'il fallait honorer par des offrandes avant de s'abreuver. Ces offrandes prenaient diverses formes. Quelques crins de cheval noués à une branche près de la source, une pièce de monnaie ou une perle jetée dans l'eau, une libation de lait ou d'alcool versé à côté. Ces rituels n'étaient pas de simples superstitions. Ils créaient un rapport respectueux à la ressource, encourageant sa préservation. Une source où les offrandes appropriées n'avaient pas été faites était considérée comme dangereuse. Et de fait, boire une eau de l'Arro polluée ou contaminée pouvait effectivement entraîner des maladies, renforçant la croyance en des esprits vindicatifs. Les Scythes observaient attentivement les petits signes annonciateurs de changement. La migration précoce de certains oiseaux pouvait indiquer un hiver rigoureux à venir. L'apparition de certaines plantes signalait la proximité d'eau souterraine. La nervosité inhabituelle des chevaux avertissait d'un danger imminent. Peut-être une horde ennemie ou des prédateurs rôdant à proximité. Cette lecture constante des signes de la nature n'était pas seulement pratique, mais aussi spirituelle. Dans une vision animiste du monde, chaque élément naturel était potentiellement porteur d'un message. Un vol d'oiseau dans une formation particulière, un lièvre traversant le chemin de droite à gauche, un éclair illuminant l'horizon centenaire, tous ces phénomènes étaient interprétés comme des communications du monde invisible au monde visible. Des avertissements ou des encouragements des esprits aux humains. La nuit, les sentinelles guettaient les feux lointains qui pouvaient signaler la présence d'autres tribus, amis ou ennemis. Les étoiles filantes étaient interprétées comme des présages, bons ou mauvais selon leur direction. Le hurlement des loups, particulièrement redoutés pour leurs attaques contre les troupeaux, faisait monter la garde. L'astronomie scythe, bien que non écrite, était remarquablement développée. La polaire servait de repère fixe pour l'orientation nocturne. Les constellations avaient des noms liés à leur mythologie. La grande ourse était vue comme 7 guerriers poursuivant une jument céleste. Les Pléiades représentaient 7 jeunes filles enlevées par des esprits. La Voie lactée était le chemin des oiseaux suivis par les âmes des morts. Les positions relatives de certaines étoiles indiquaient les moments propices pour commencer la migration saisonnière ou pour organiser des cérémonies importantes. Les chamans jouaient un rôle essentiel dans ces voyages à travers l'inconnu. Avant chaque départ important, ils entraient en transe pour consulter les esprits sur l'itinéraire à suivre et les dangers à éviter. Parfois, ils rapportaient avoir vu des terres inconnues que la tribu découvrirait effectivement des semaines plus tard, renforçant leur prestige et la confiance qu'on leur accordait. Ces états de transe étaient induits par diverses techniques, danse tourbillonnante jusqu'à l'épuisement, inhalation de fumée de plantes psychotropes comme le cannabis, ingestion de champignons hallucinogènes, jeûne prolongé, ou encore hyperventilation et privation sensorielle. Le tambour jouait un rôle central dans ces rituels. Son battement monotone, imitant le galop du cheval, aidait le chaman à chevaucher vers l'autre monde. Son cadre en bois symbolisait le cercle de l'univers. Sa membrane tendue la frontière entre les mondes, et les objets métalliques qui y étaient parfois attachés représentaient les esprits auxiliaires. Les étrangers rencontrés en chemin étaient soumis à des rituels spécifiques. Un messager s'avançait, portant une branche ou un autre symbole de paix. Si l'autre groupe répondait par un geste similaire, les chefs pouvaient alors se rencontrer et négocier. Droit de passage, accès à un point d'eau, échange de biens. Si le signe de paix était ignoré, cela signifiait que le combat était inévitable. Ces rencontres interculturelles
pouvaient évoluer en liens plus durables. Des mariages arrangés entre clans créaient des alliances politiques. Des adoptions rituelles permettaient d'intégrer des étrangers dans la structure familiale. Des pactes de sang, où les participants mêlaient quelques gouttes de leur sang dans une coupe de vin qu'ils partageaient ensuite, établissaient des fraternités artificielles, considérées comme sacrées et inviolables. La découverte de nouvelles terres s'accompagnait toujours de rituels d'appropriation. Des tertres de pierre étaient érigés pour marquer le territoire. Des sacrifices étaient offerts aux divinités locales pour s'assurer leur bienveillance. Les premiers campements dans une région inexplorée étaient entourés de précautions particulières. Feux allumés aux 4 points cardinaux, gardes doublés, cérémonies de protection. Ces rituels territoriaux comprenaient souvent l'enterrement symbolique d'objets représentant l'identité du groupe. Armes, bijoux, figurines d'animaux totémiques, créant ainsi un lien mystique entre le peuple et la terre nouvelle. Les chamans écoutaient le sol pour déterminer si les esprits locaux acceptaient cette présence. Des récits étaient composés pour intégrer le nouveau territoire dans la géographie mythique du groupe, le reliant au lieu d'origine par des itinéraires symboliques que les âmes pourraient suivre. Les chariots eux-mêmes étaient des merveilles d'ingéniosité. Certains, destinés aux chefs et à leurs familles, étaient de véritables maisons roulantes, avec des intérieurs décorés de tapis et de tentures, des coffres contenant les trésors du clan, parfois même de petits hôtels pour les divinités domestiques. D'autres, plus simples, transportaient les yourtes démontées, les ustensiles quotidiens, les réserves de nourriture. La construction de ces chariots faisait appel à divers savoir-faire. Les roues, élément le plus complexe, étaient fabriquées en plusieurs parties, un moyeu en bois dur comme le chêne, des raillons soigneusement ajustés et une jante composée de segments assemblés par des chevilles ou des liens en cuir. Sans métal pour renforcer la jante, du moins dans les versions les plus anciennes, ces roues étaient néanmoins remarquablement résistantes. L'essieu, point de friction majeur, était régulièrement graissé avec du suif animal. Le plancher du chariot, fait de planches liées par des lanières de cuir, était suffisamment flexible pour absorber les irrégularités du terrain sans se briser. La vie en déplacement constant créait un rapport particulier à la possession. Les objets devaient être à la fois solides pour résister aux rigueurs du voyage et légers pour ne pas ralentir la progression. Cette contrainte favorisait une esthétique particulière. Des objets multifonctionnels, souvent pliables ou démontables, décorés avec une minutie surprenante qui contrastait avec leur usage pratique. Cette esthétique nomade privilégiait ce qu'on pourrait appeler une économie de la préciosité. Plutôt que d'accumuler de nombreux objets de qualité moyenne, on préférait posséder quelques pièces exceptionnelles, faciles à transporter et concentrant une grande valeur symbolique et matérielle. Un guerrier pouvait ainsi n'avoir qu'une seule coupe à boire, mais celle-ci, en or finement ciselé, représentait à la fois sa richesse, son statut social et son identité culturelle. La vaisselle, par exemple, consistait principalement en récipients de cuir ou de bois, matériaux légers et incassables. Mais les coupes cérémonielles pouvaient être en métal précieux, minutieusement ciselés de scènes de chasse ou de combat. Ces objets de prestige, transmis de génération en génération, cristallisaient l'identité et l'histoire du groupe. Les textiles jouaient un rôle crucial dans cette culture matérielle nomade. Tapis, couvertures, sacs, vêtements, tentures pour les yourtes, tous étaient fabriqués par les femmes, qui maîtrisaient l'art du tissage, du feutrage, de la broderie. Les motifs décoratifs, souvent géométriques ou animaliers stylisés, n'étaient pas simplement esthétiques, mais porteurs de sens. Symboles de protection, marques d'appartenance clanique, éléments narratifs rappelant des épisodes mythiques ou historiques. Le temps lui-même était perçu différemment. Sans calendriers écrits, les sites mesuraient les années en cycles saisonniers, les mois en lunaison, les jours en lever et coucher de soleil. Les grands événements, victoires mémorables, catastrophes naturelles, naissances ou morts de chefs importants, servaient de point de référence chronologique. C'est arrivé 3 hivers après la grande bataille contre les Massagettes, pouvait-on dire pour dater un fait. Le calendrier lunaire, plus précis que les saisons pour les périodes courtes, rythmait la vie rituelle.
Certaines cérémonies avaient lieu à la nouvelle lune, d'autres à la pleine lune. Des fêtes saisonnières marquaient les solstices et les équinoxes, moments cruciaux pour des peuples dont la survie dépendait d'une lecture correcte des cycles naturels. La grande fête du printemps célébrait le renouveau de la vie après l'hiver. Celle de l'automne honorait les ancêtres avant les rigueurs hivernales. Ce rapport au temps favorisait une vision cyclique plutôt que linéaire. Les mêmes parcours étaient suivis année après année, génération après génération. Les mêmes rituels marquaient le passage des saisons. Les mêmes histoires étaient racontées autour des feux de camp. Cette répétition créait un sentiment de continuité et de sécurité dans un mode de vie par ailleurs plein d'incertitudes. La notion de progrès, si centrale dans notre pensée moderne, était largement étrangère à cette conception cyclique. L'idéal n'était pas d'innover, de changer, d'aller plus loin ou plus haut, mais de maintenir l'harmonie avec les cycles naturels et de préserver la sagesse ancestrale. Les innovations techniques ou sociales existaient bien sûr, mais elles étaient intégrées progressivement, sans rupture consciente avec le passé, souvent légitimées par des récits les attribuant aux ancêtres ou aux divinités. Le premier véritable contact entre le monde scythe et les grandes civilisations sédentaires eut lieu au 7e siècle avant notre ère, lorsque des hordes scythes déferlèrent sur le Proche-Orient. Ce n'était pas une invasion planifiée au sens moderne, mais plutôt l'aboutissement d'une chaîne de déplacements. Poussés par d'autres peuples des steppes, les Scythes cherchaient de nouveaux territoires et découvrir les richesses des royaumes mésopotamiens. Cette invasion fut précédée par des contacts plus limités. Des objets d'origine proche-orientale datant du 8e siècle avant notre ère ont été retrouvés dans des tombes scythes, suggérant l'existence de réseaux commerciaux précoces. Des mercenaires scythes individuels ou en petits groupes avaient probablement déjà servi dans les armées assyriennes ou babyloniennes, rapportant chez eux récits et objets exotiques qui stimulèrent l'intérêt pour ces terres lointaines. L'impact fut considérable. Des textes assyriens décrivent avec effroi ces cavaliers venus du nord, impossibles à arrêter par les méthodes de guerre conventionnelles. L'armée assyrienne, pourtant la plus redoutable de son temps, se trouvait désemparée face à un ennemi qui refusait le combat frontal, harcelait sans cesse les colonnes en marche, puis disparaissait dans l'immensité des steppes. Les chroniques assyriennes, gravées sur des tablettes d'argile ou des prismes, mentionnent ces Ishkusa, Scythes, tantôt comme alliés, tantôt comme ennemis. Ainsi, le roi Assaradon, règne 680 à 669 avant notre ère, se vante d'avoir vaincu Ishpakaya, chef des Ishkusa. Plus tard, son fils Assurbanipal s'allie avec Madiès, autre chef scythe, contre les Cimmériens, un peuple rival des steppes. La première impression des peuples sédentaires fut celle d'un choc culturel total. Tout dans les Scythes semblait étrange et barbare. Leur apparence physique, grands, souvent blonds ou roux, couverts de tatouages. Leur mode de vie nomade, incompréhensible pour des agriculteurs attachés à leur terre. Leurs coutumes guerrières, incluant le scalp et parfois l'anthropophagie rituelle. Leur manière de combattre, privilégiant la mobilité et les tactiques de harcèlement plutôt que la confrontation directe. Ce choc culturel s'exprimait dans l'art. Des bas-reliefs assyriens représentent les Scythes comme des êtres quasi monstrueux, exagérant leurs traits physiques et leur sauvagerie supposée. Plus tard, l'art grec adoptera une vision plus nuancée, reconnaissant leur altérité tout en les humanisant davantage. Cette évolution reflète le passage d'une peur initiale de l'inconnu à une curiosité plus anthropologique. Les sources grecques et proche-orientales oscillent entre fascination et répulsion. Hérodote, par exemple, rapporte des coutumes funéraires qui paraissaient horrifiantes. À la mort d'un roi, 50 serviteurs et 50 chevaux étaient sacrifiés pour l'accompagner dans l'au-delà. Les cadavres des serviteurs étaient empalés sur des pieux autour de la tombe. Les chevaux également tués et placés comme une garde d'honneur éternelle. L'archéologie a largement confirmé ces récits macabres. Le Kourgan de Kostromskaya dans le Kouban, datant du 6e siècle avant notre ère, contenait les restes d'un chef enterré avec 14 chevaux et plusieurs serviteurs.
Plus impressionnant encore, le kourgan d'argent en Touva, Sibérie méridionale, renfermait, outre le roi et la reine, les corps de 5 guerriers avec leurs armes, 13 chevaux avec leurs harnachements, et divers serviteurs et concubines. Pourtant, le même Hérodote admire la simplicité et l'efficacité de leurs institutions politiques, leur sens de la justice et surtout leur amour farouche de la liberté. Il raconte l'histoire de leur résistance à l'invasion perse menée par Darius Ier. Refusant la bataille rangée, les Scythes se retirèrent dans les profondeurs des steppes, brûlant l'herbe derrière eux, empoisonnant les points d'eau, harcelant Sens, relâchent les colonnes perses jusqu'à contraindre le grand roi à une retraite humiliante. Cette tactique de la terre brûlée, perfectionnée par les Scythes, deviendrait un modèle de guerre asymétrique repris à travers les siècles, des Parthes contre les Romains jusqu'aux Russes, contre Napoléon, puis Hitler. Elle repose sur une connaissance intime du terrain, une mobilité supérieure et la volonté d'accepter des sacrifices à court terme pour une victoire stratégique. Elle illustre aussi une conception différente de la guerre. Là où les empires sédentaires cherchaient des batailles décisives pour établir leur domination territoriale, les nomades privilégiaient l'usure de l'adversaire et la préservation de leur liberté de mouvement. Du côté scythe, la découverte des civilisations urbaines fut tout aussi bouleversante. Imaginez des nomades habitués aux horizons infinis, découvrant soudain des villes aux murailles vertigineuses, des palais aux toits dorés, des marchés regorgeant de produits inconnus, des temples où des milliers de personnes se prosternaient devant, des statues gigantesques. Cette rencontre provoqua une double réaction. D'un côté, un désir d'appropriation. Par la guerre et le pillage, les Scythes pouvaient s'emparer de ces richesses inouïes. De l'autre, un réflexe de préservation identitaire. Face à la séduction de ce monde nouveau, certains chefs s'inquiétaient de voir leurs guerriers adopter les mœurs molles des peuples vaincus. Cette tension entre fascination et rejet se manifestait dans les choix culturels. Les objets précieux, pillés ou achetés, étaient souvent modifiés pour correspondre au goût scythe. Des coupes grecques étaient ornées de scènes de chasse typiquement nomades. Des bijoux persans étaient adaptés pour être portés selon la mode. Scythe, cette appropriation sélective, permettait d'intégrer l'élément étranger sans abandonner l'identité propre. Hérodote rapporte l'histoire emblématique du roi scythe Cylès. Fasciné par la culture grecque, il se fit construire un palais dans la colonie grecque d'Olbia, sur les bords de la mer Noire. Là, il abandonnait ses vêtements scythes pour la toge grecque, participait au culte dionysiaque et vivait comme un grec. Mais quand ses sujets l'apprirent, ils se révoltèrent et le tuèrent, considérant qu'il avait trahi leur mode de vie. Ce récit illustre la fragilité des identités culturelles en situation de contact intense. Cylès n'était pas simplement un individu pris entre deux cultures. Il représentait un risque systémique pour la société scythe. En adoptant publiquement un mode de vie étranger, il remettait en question les fondements mêmes de l'autorité traditionnelle et de la cohésion sociale. Sa mise à mort symbolisait le rejet collectif de cette voie d'acculturation trop radicale. Cette ambivalence, attraction et rejet, caractérisa durablement les relations entre scythes et peuples sédentaires. Certains groupes scythes s'installèrent aux marges des empires, devenant semi-sédentaires, adoptant partiellement l'agriculture et le commerce, servant parfois comme mercenaires dans les armées impériales. D'autres restèrent fidèles au nomadisme intégral, ne s'approchant des zones civilisées que pour commercer ou rasier. Cette diversité des réponses au contact interculturel reflétait aussi des différences sociales internes. Les élites scythes, plus exposées aux biens de prestige étrangers et aux alliances politiques internationales, tendaient à adopter plus facilement certains éléments des cultures sédentaires. Vaisselle luxueuse, vêtements raffinés, consommation de vin. Les couches populaires, moins concernées par ces échanges, maintenaient plus strictement les traditions ancestrales. Cette différenciation culturelle renforçait la stratification sociale. Le commerce joua un rôle crucial dans ces contacts. Les Scythes fournissaient aux civilisations méditerranéennes et proche-orientales des produits précieux. Fourrures d'animaux nordiques, ambre de la Baltique, or des montagnes de l'Altaï,
chevaux réputés pour leur endurance. En échange, ils recevaient vin, huile d'olive, céréales, textiles de qualité et surtout objets manufacturés en métal, armes, bijoux, vaisselle cérémonielle. Les amphores de vin grec sont parmi les objets importés les plus fréquemment retrouvés dans les tombes scythes, témoignant d'un goût prononcé pour cette boisson inconnue dans les steppes. Le vin n'était pas seulement apprécié pour ses effets psychotropes, mais aussi pour sa valeur sociale. Offrir du vin lors de banquets démontrait la richesse et les connexions internationales de l'hôte. Les Scythes le buvaient généralement pur, contrairement aux Grecs qui le coupaient d'eau, ce qui leur valut une réputation de buveurs redoutables. Ces échanges dépassaient le cadre matériel. Des idées, des techniques, des motifs artistiques, des récits mythologiques circulaient le long de ces routes commerciales. L'art scythe, si distinctif avec son style animalier, représentant des créatures sauvages dans des postures dynamiques, influença l'esthétique des peuples voisins, tout en intégrant des éléments étrangers. Ce style animalier se caractérise par plusieurs traits distinctifs. Prédilection pour les animaux sauvages, plutôt que domestiques, cerfs, aigles, panthères, loups. Représentation de l'animal dans des postures extrêmes, bondissant, attaquant, agonisant. Tendance à la métamorphose et à l'hybridation. Créatures combinant des éléments de différentes espèces. Goût pour la stylisation plutôt que pour le naturalisme pur. Ces caractéristiques reflètent une vision du monde où les frontières entre humain et animal, entre réel et surnaturel, sont fluides et perméables. Cette position d'intermédiaire entre mondes lointains procura aux Scythes un avantage considérable. Ils apprirent à jouer des rivalités entre grands empires, s'alliant tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Leur contrôle des routes commerciales leur donnait un pouvoir de négociation important. Un roi scythe pouvait, par une simple décision, réorienter des flux commerciaux vitaux, enrichissant certaines cités et en ruinant d'autres. Le contrôle de ces routes s'exerçait de différentes manières. Des points stratégiques, cols de montagne, gués sur les rivières, oasis dans les zones semi-désertiques, étaient surveillés par des groupes armés qui prélevaient un droit de passage. Des escortes étaient fournies aux caravanes traversant des zones dangereuses, moyennant rémunération. Des accords formels avec les marchands des cités grecques ou persanes établissaient des tarifs et des garanties de sécurité. Ce système, moins visible qu'un empire territorial classique, n'en constituait pas moins un véritable contrôle économique régional. Cette période de premier contact révéla aussi la diversité interne du monde scythe. Tous ne réagirent pas de la même manière à la découverte des civilisations sédentaires. Les Scythes royaux, dominant la hiérarchie tribale, développèrent un goût prononcé pour les produits de luxe et adoptèrent certains symboles de pouvoir empruntés aux monarchies orientales. Les Scythes agriculteurs intensifièrent leur production pour répondre à la demande des marchés urbains. Les Scythes nomades, eux, restèrent plus conservateurs, voyant dans ces influences étrangères une menace pour leur identité. Des distinctions régionales s'affirmèrent également. Les Scythes de la région pontique, autour de la mer Noire, en contact régulier avec les colonies grecques, développèrent une culture matérielle syncrétique intégrant de nombreux éléments helléniques. Ceux des régions kazakhs et sibériennes, plus éloignés des grands centres de civilisation, conservèrent un style de vie et une culture matérielle plus traditionnelle. Entre ces deux pôles, toutes les nuances existaient, créant un continuum culturel plutôt qu'une frontière nette. Les femmes scythes furent particulièrement sensibles aux nouveautés introduites par ces contacts. Les tombes féminines de cette période montrent une adoption rapide de bijoux, cosmétiques, miroirs et textiles importés. Cette ouverture aux influences extérieures s'explique en partie par le statut relativement élevé des femmes dans la société scythe. Contrairement aux Grecs ou aux Perses, elles n'étaient pas confinées au gynécée et participaient activement à la vie sociale, certaines maniant l'arc et montant à cheval comme les hommes. Des miroirs en bronze poli, importés de Grèce ou fabriqués localement selon des modèles grecs, sont parmi les objets les plus fréquemment retrouvés dans les sépultures féminines scythes. Ces objets, au-delà de leur fonction pratique, avaient une forte charge symbolique, associée à la beauté, mais aussi à la divination et aux rituels magiques.
Leur dos était souvent décoré de scènes mythologiques ou d'animaux stylisés, fusionnant ainsi esthétique grecque et scythe. Cette liberté des femmes scythes frappa vivement l'imagination grecque, contribuant à la naissance du mythe des Amazones. Plusieurs chercheurs modernes pensent que ce mythe d'un peuple de guerrières trouve son origine dans l'observation réelle de femmes scythes participant au combat. Des tombes féminines contenant des armes confirment que cette pratique, si étrange aux yeux des Grecs, existait bel et bien. Le costume lui-même marquait cette différence de statut. Là où les femmes grecques portèrent des vêtements amples dissimulant les formes du corps, les Scythes s'habillaient de tuniques ajustées et de pantalons similaires à ceux des hommes. Vêtements pratiques adaptés à l'équitation. Cette tenue, scandaleuse pour les normes méditerranéennes, illustrait une conception différente de la féminité, moins focalisée sur la modestie et la séparation stricte des genres. Le contact avec les Scythes stimula également le développement de l'ethnographie. Hérodote, considéré comme le père de cette discipline, consacre tout un livre de ses histoires à la description minutieuse des coutumes scythes, s'efforçant de comprendre cette altérité radicale. Il note avec étonnement leur technique de fumigation au chanvre, leur méthode de conservation du lait, leur fabrication de colle à partir de vessies de poisson, ou encore leur utilisation de peaux humaines comme trophée de guerre. Cette curiosité ethnographique n'était pas désintéressée. En décrivant les barbares, les Grecs définissaient aussi, par contraste, leur propre identité culturelle. Le barbare servait de miroir inversé, permettant aux Grecs de se penser comme civilisés, rationnels, modérés, face à des peuples perçus comme sauvages, irrationnels, excessifs. Mais ce miroir était complexe. Les barbares pouvaient aussi incarner des vertus perdues par la civilisation, liberté, courage, simplicité, harmonie avec la nature, nourrissant une forme de nostalgie primitive. Le choc des premières rencontres céda progressivement la place à des relations plus complexes et nuancées. Des zones de contact permanents s'établirent, notamment autour de la mer Noire, où colonies grecques et campements scythes coexistaient. Des marchés réguliers permettaient les échanges. Des interprètes facilitèrent la communication. Des alliances politiques et militaires se nouaient, parfois scellées par des mariages entre aristocraties. Ces mariages interculturels jouèrent un rôle crucial dans l'établissement de relations diplomatiques durables. Des princesses scythes épousaient des nobles grecs ou perses, tandis que des femmes des cités grecques étaient données en mariage à des chefs scythes. Ces unions créaient des liens de parenté transcendant les frontières culturelles, facilitant les négociations et les échanges. Les enfants issus de ces mariages, à l'aise dans les deux cultures, servèrent souvent d'intermédiaires et d'interprètes. Ces interactions s'intensifièrent au cours des siècles suivants, conduisant à une période d'escalade dans les conflits, mais aussi dans les échanges culturels et commerciaux. L'équilibre des forces entre nomades et sédentaires connut des fluctuations importantes, avec des périodes de domination scythe alternant avec des phases de repli. La région du Bosphore cimérien, actuel détroit de Kertch entre la Crimée et la Russie, devint un laboratoire particulièrement actif de ces interactions. Un royaume syncrétique s'y développa, avec une dynastie d'origine grecque régnant sur une population mixte de colons grecs, de Scythes partiellement hellénisés, et d'autres peuples locaux. L'art bosporan reflète cette fusion culturelle, combinant techniques grecques et thèmes scythes dans des œuvres d'une grande originalité. La situation s'intensifia vers le IVe siècle avant notre ère. Alors que certains royaumes scythes atteignaient leur apogée, notamment autour de la mer Noire, de nouvelles menaces apparaissaient. À l'ouest, le royaume de Macédoine sous Philippe II, puis Alexandre le Grand, représentait une puissance militaire sans précédent. À l'est, d'autres peuples nomades, notamment les Sarmates, commençaient à exercer une pression croissante. Cette période vit l'émergence d'États scythes plus structurés, notamment en Crimée, où le roi Athéas unifia plusieurs tribus et mena une politique expansionniste. Selon les sources anciennes, il aurait vécu jusqu'à l'âge extraordinaire de 90 ans, combattant jusqu'à sa mort face aux Macédoniens en 339 avant notre ère. Cette longévité, peut-être exagérée, symbolise néanmoins la résistance scythe face aux pressions extérieures croissantes. Les Sarmates
proches cousins des Scythes partageant avec eux une origine iranienne, apportaient des innovations militaires redoutables. Là où les Scythes excellaient dans l'archerie à cheval et les tactiques de harcèlement, les Sarmates développèrent une cavalerie lourde, équipée de longues lances et de cottes de mailles. Ces cataphractaires, cavaliers et montures entièrement protégés par des armures, pouvaient charger en formation et briser des lignes d'infanterie, tout en résistant aux flèches scythes. L'équipement du cataphractaire sarmate représentait un investissement considérable. La cotte de mailles, composée de milliers d'anneaux métalliques minutieusement assemblés, demandait des centaines d'heures de travail artisanal. Le casque conique, souvent décoré de symboles religieux ou claniques, était forgé d'une seule pièce ou assemblé à partir de plaques rivées. La lance, pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres de long, nécessitait un bois particulièrement résistant et souple, souvent renforcé par des ligatures. Quant au cheval, il devait être spécialement entraîné pour supporter le poids de l'armure et ne pas paniquer dans la mêlée. Cette évolution militaire bouleversa l'équilibre des steppes. Les Sarmates commencèrent à repousser les Scythes vers l'ouest et le sud, s'emparant progressivement de leur pâturage. Ce mouvement déclencha une réaction en chaîne, poussant certains groupes scythes à intensifier leur pression sur les territoires sédentaires voisins. Les recherches archéologiques permettent de suivre cette migration sarmate à travers les steppes. Des tombes caractéristiques, avec leur mobilier funéraire distinctif, épées longues, pointes de lance, restes d'armures à écailles, miroirs à disques et poignets, apparaissent progressivement d'est en ouest. D'abord dans les régions de l'Oural et de la Volga au 5e-4e siècle avant notre ère, puis dans les steppes du Don et du Kouban au 3e siècle, enfin dans les régions pontiques et danubiennes au 2e siècle. Les colonies grecques du Ponteusin, mer Noire, furent les premières à sentir ce changement. Des cités qui avaient longtemps entretenu des relations commerciales pacifiques avec les Scythes se trouvèrent soudain menacées. Certaines furent contraintes de payer un tribut pour échapper au pillage. D'autres construisirent en hâte des fortifications plus imposantes. Ces fortifications grecques, dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui à Chersonèse, Olbia ou Panticapée, témoignent de cette période troublée. Les murailles furent renforcées et équipées de tours avancées permettant un tir croisé contre les assaillants. Des fossés furent creusés devant les remparts, parfois remplis d'eau ou garnis de pieux acérés. Des portes monumentales, véritables pièges pour les attaquants, remplacèrent les entrées plus simples des périodes antérieures. Dans le même temps, l'Empire perse, puis l'Empire macédonien d'Alexandre, tentaient d'étendre leur contrôle vers les steppes. Alexandre lui-même mena une campagne contre les Scythes d'Asie centrale, remportant une victoire tactique mais échouant à soumettre durablement ces populations insaisissables. Cette campagne, relativement peu documentée dans nos sources, eut lieu en 329 avant notre ère, sur les rives du fleuve Jaxart, actuel Syrdaria. Face aux tactiques de harcèlement des nomades, Alexandre conçut un plan audacieux. Il fit traverser le fleuve à ses troupes de nuit, surprenant les Scythes à l'aube. Leur cavalerie légère, prise de court, ne put déployer ses tactiques habituelles de combat à distance et subit de lourdes pertes. Cependant, cette victoire ne fut que temporaire. Dès qu'Alexandre se retira, les Scythes reprirent le contrôle de la région. Cette période vit l'émergence de royaumes scythes plus centralisés, particulièrement en Crimée et dans les régions adjacentes. Sous la pression externe et interne, des chefs charismatiques parvinrent à fédérer des tribus auparavant indépendantes. Des capitales semi-permanentes apparurent, comme Néapolis Scythica, près de l'actuelle Simferopol en Crimée. Ces centres politiques et religieux étaient encore loin des villes au sens méditerranéen, mais marquaient une évolution vers des structures étatiques plus complexes. Néapolis Scythica, littéralement nouvelle ville scythe, illustre parfaitement cette évolution. Fondée au IIIe siècle avant notre ère, elle combinait des éléments architecturaux grecs, murs en pierre taillée, toitures en tuiles, avec une organisation spatiale reflétant les traditions nomades. Autour d'un palais royal et d'un sanctuaire central s'étendèrent des quartiers moins densément construits, avec des espaces ouverts pour le bétail et les activités artisanales.
Des greniers collectifs stockaient les tributs en céréales prélevées sur les populations agricoles soumises. Des citernes recueillaient l'eau de pluie, complétée par des puits profonds. L'arsite connut alors son apogée. Les objets découverts dans les kurganes royaux de cette période témoignent d'une maîtrise technique exceptionnelle et d'une synthèse unique d'influences. Le fameux peigne d'or de Soloka, représentant une scène de bataille entre cavaliers scythes, ou le pectoral d'or de Tolstaïa Mogila, orné de scènes pastorales minutieusement ciselées, comptent parmi les chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie mondiale. Le pectoral de Tolstaïa Mogila, découvert en 1971 près de Dniepropetrovsk en Ukraine, illustre parfaitement cette maîtrise technique et cette fusion d'influences. Cette parure pectorale en or massif, pesant plus d'1 kilogramme, présente 3 registres concentriques. Le registre central, le plus large, montre des scènes de la vie quotidienne scythe, traite des juments, fabrication d'une veste en peau, traitée avec un réalisme étonnant. Les registres supérieurs et inférieurs montrent des animaux réels et fantastiques dans des postures dynamiques typiques du style animalier scythe. La composition générale, cependant, avec sa symétrie rigoureuse et son organisation en frise, révèle l'influence de l'art grec. Ce chef-d'œuvre fut probablement réalisé par un orfèvre grec travaillant pour un commanditaire scythe, illustrant la complexité des échanges culturels de cette période. Ces objets somptuaires révèlent aussi une stratification sociale croissante. Alors que les scythes des premiers temps étaient relativement égalitaires, du moins entre hommes libres, la société scythe tardive montre des écarts de richesse considérables. Les tombes royales regorgent de trésors, tandis que le commun des guerriers doit se contenter d'un équipement fonctionnel. L'administration de ces royaumes naissants nécessita le développement d'une classe de fonctionnaires, souvent recrutés parmi les Grecs ou d'autres étrangers maîtrisant l'écriture. Des systèmes de taxation plus réguliers furent mis en place. Des frontières plus fixes furent établies, marquées par des fortifications rudimentaires ou des postes de garde. Cette tendance à la sédentarisation et à la centralisation peut s'interpréter comme une réponse adaptative à la pression croissante exercée sur les ressources des steppes. Face à la compétition d'autres peuples nomades comme les Sarmates, certains groupes scythes optèrent pour un contrôle plus intensif d'un territoire restreint, plutôt que pour l'exploitation extensive d'espaces immenses mais disputés. Cette stratégie impliquait une hiérarchisation sociale accrue, une bureaucratisation embryonnaire et une militarisation permanente, évolution qui, paradoxalement, rapprochait ces sites tardifs des sociétés sédentaires qu'ils avaient longtemps méprisées. Cette évolution vers la sédentarisation et la centralisation ne fut pas uniforme ni linéaire. De nombreux groupes scythes conservèrent leur mode de vie nomade traditionnel, se déplaçant dans les steppes avec leurs troupeaux. D'autres adoptèrent un semi-nomadisme, avec des campements d'hiver fixes et des migrations estivales vers les pâturages du nord. L'adaptation des sites au changement prenait ainsi des formes multiples, reflétant la diversité interne de leur société et les contraintes spécifiques rencontrées par chaque groupe. Cette flexibilité, cette capacité à transformer leur organisation sociale en réponse aux défis extérieurs, constitue l'une des caractéristiques les plus remarquables de leur civilisation. Le commerce s'intensifia et se diversifia. Des routes caravanières traversaient désormais tout le monde scythe, reliant la Chine à l'Europe, la Sibérie à l'Inde et au Proche-Orient. Ces routes de la soie, avant la lettre, véhiculaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des techniques, des croyances religieuses. Les fouilles archéologiques ont révélé l'étonnante diversité des biens circulant sur ces routes. Dans les tombes scythes tardives, on trouve des soieries chinoises, des perles indiennes, des épices persanes, des vases grecs, des amulettes égyptiennes. Ces objets n'étaient pas de simples curiosités exotiques. Ils s'intégraient dans les pratiques culturelles locales, témoignant d'un processus d'appropriation créative plutôt que d'une simple imitation passive. Les crises ne manquèrent pas dans cette période d'escalade. Des famines provoquées par des sécheresses exceptionnelles forçaient parfois des tribus entières à migrer précipitamment. Des épidémies, probablement importées par les caravanes, décimaient hommes et bétail. Des conflits internes pour le pouvoir ou l'accès aux ressources fragilisaient la cohésion sociale.
Les sociétés nomades, pourtant réputées pour leur résilience face aux aléas environnementaux, n'étaient pas immunisées contre les catastrophes écologiques. Une série d'hivers particulièrement rigoureux, ou plusieurs années consécutives de précipitations insuffisantes, pouvaient réduire drastiquement les ressources disponibles. Dans ces conditions, la compétition pour les pâturages s'intensifiait, conduisant parfois à des conflits violents entre tribus autrefois alliées. Ces moments de crise accéléraient les processus de différenciation sociale. Les chefs capables de protéger leur groupe et de lui assurer un accès aux ressources vitales voyaient leur pouvoir renforcé, tandis que des familles autrefois indépendantes pouvaient se retrouver dans des situations de dépendance ou même d'esclavage. Les relations avec Rome, puissance méditerranéenne montante, devinrent un facteur crucial. Initialement, les Romains connaissaient mal ces peuples lointains, les confondant souvent dans leurs récits. Mais à mesure que l'Empire s'étendait vers l'Est, les contacts diplomatiques, commerciaux et militaires se multiplièrent. Dès le 1er siècle avant notre ère, des objets romains, monnaies, bijoux, céramiques apparaissent dans les sépultures sarmates et sites tardives, témoignant de ces échanges croissants. Des mercenaires issus des steppes servaient dans les armées romaines, apportant leurs techniques équestres. Certains, après leur service, retournèrent dans leur terre natale avec leurs soldes, leurs décorations militaires et leur connaissance du monde romain, créant ainsi de nouveaux vecteurs d'influence culturelle. Le monde sarmate, pendant ce temps, continuait son expansion. Vers le 1er siècle de notre ère, les Sarmates dominaient la majeure partie des steppes occidentales, repoussant les derniers royaumes scythes vers des enclaves côtières. Leur organisation sociale, tout en restant fondamentalement nomade, montrait des signes d'évolution similaires à ceux observés chez les Scythes tardifs. Centralisation accrue, stratification sociale plus marquée, adoption sélective d'éléments, culturels étrangers. Les sources romaines, notamment Tacite et Ammien Marcellin, fournissent des descriptions détaillées des Sarmates à cette période. Ils distinguent plusieurs groupes. Les Yaziges, installés dans la plaine hongroise, les Roxolans, dominant les steppes entre Danube et Don, les Alains, occupant les régions du Caucase et de la mer d'Azov. Bien que partageant un fond culturel commun, ces groupes développèrent des traits distinctifs et poursuivirent des politiques parfois divergentes vis-à-vis de Rome et d'autres puissances. L'art sarmate se distinguait par une esthétique propre. Le style animalier scythe, caractérisé par des représentations naturalistes et dynamiques, cédait la place à des formes plus géométriques et abstraites. L'utilisation de pierres semi-précieuses en incrustation, notamment de cornaline et de turquoise, devint une signature de l'orfèvrerie sarmate. Cette tendance à l'abstraction reflétait peut-être une évolution dans les conceptions religieuses. Les représentations zoomorphes scythes, souvent interprétées comme des manifestations de divinités ou d'esprits animaux, laissaient place à des motifs géométriques, spirales, swastikas, méandres, incarnant des concepts cosmologiques plus abstraits. Ce changement stylistique accompagnait une transformation plus profonde des systèmes de croyances. La religion connut également des transformations. Au culte traditionnel des forces naturelles et des ancêtres s'ajoutèrent des influences zoroastriennes venues de Perse, puis plus tard des éléments mitraïques. Le feu acquit une importance rituelle accrue, et des autels permanents furent établis dans certains sites. Le zoroastrisme, avec son dualisme opposant les forces de la lumière et des ténèbres, offrait un cadre conceptuel compatible avec l'expérience nomade, où la lutte contre l'environnement hostile constituait une réalité quotidienne. Le culte du feu, central dans cette religion, trouvait un écho naturel chez des peuples pour qui le foyer représentait le cœur symbolique de la vie sociale. Des objets rituels liés à ce culte, autels portatifs, pincettes pour manipuler les braises sacrées, encensoirs, deviennent fréquents dans les sépultures sarmates tardives. Les crises du IIIe siècle dans l'Empire romain eurent des répercussions jusque dans les steppes. L'affaiblissement du pouvoir impérial créa un vide que diverses populations, dont certaines tribus sarmates, s'empressèrent d'exploiter. Des raids de grande envergure furent lancés contre les provinces danubiennes, tandis que d'autres groupes sarmates s'engageaient comme mercenaires dans les armées romaines ou dans celles de leurs adversaires.
L'empereur Marc Aurèle dut mener 2 guerres difficiles contre les Sarmates entre 167 et 175 de notre ère. La colonne qui porte son nom à Rome illustre ces campagnes, montrant les légionnaires affrontant des cavaliers lourdement armés. Ces guerres marquèrent un tournant. Rome, qui avait longtemps maintenu ses nomades à distance, se trouvait désormais contrainte à un engagement direct et coûteux. Ces mouvements de population entraînèrent des brassages culturels inédits. Des éléments sarmates fusionnèrent avec des traditions germaniques, slaves, daces ou thraces, créant de nouvelles synthèses culturelles. Des objets typiquement sarmates, miroirs en bronze poli, chaudrons rituels, certains types de bijoux, se retrouvent dans des contextes archéologiques très éloignés de leur zone d'origine, témoignant de cette diffusion. Les miroirs sarmates, caractéristiques avec leurs disques polis et leurs petites poignées centrales, ont été retrouvés jusque dans des tombes germaniques en Scandinavie, suggérant des réseaux d'échanges étendus ou des mouvements de population. Certains de ces miroirs portent des marques de réparation, indiquant leur grande valeur, peut-être pas seulement utilitaire, mais aussi rituelle ou symbolique. Des études récentes suggèrent qu'ils pouvaient jouer un rôle dans des pratiques divinatoires ou magiques, permettant de voir au-delà du monde visible. L'impact de ces siècles d'interactions, de conflits et d'échanges fut considérable et multiforme. Sur le plan militaire d'abord, l'influence des cavaliers des steppes transforma durablement l'art de la guerre. L'adoption de la cavalerie lourde sarmate par les Romains tardifs, puis par les Byzantins, changea fondamentalement les tactiques de combat. L'étrier, probablement introduit en Occident par ces peuples nomades, révolutionna l'équitation militaire en permettant aux cavaliers de charger lance en avant sans être désarçonnés par l'impact. L'étrier constitua une innovation technique aux conséquences stratégiques majeures. Apparu en Chine vers le IIIe siècle avant notre ère, il se diffusa lentement vers l'ouest, atteignant l'Europe par l'intermédiaire des peuples des steppes. En permettant aux cavaliers de se tenir fermement en selle lors d'une charge à la lance, il rendit possible l'émergence de la cavalerie lourde médiévale. Certains historiens, comme Lynn White Jr., ont vu dans cette innovation l'une des causes profondes du féodalisme européen. L'entretien de cette cavalerie d'élite, extrêmement coûteuse, aurait nécessité une réorganisation sociale attribuant des terres aux guerriers en échange de leurs services militaires. L'équipement du cavalier médiéval européen, cotte de mailles, lance, épée longue, doit beaucoup aux cataphractaires sarmates. De même, certaines tactiques de la guerre de mouvement moderne trouvent leurs racines dans les manœuvres de harcèlement et d'encerclement perfectionnées par les Scythes. La cavalerie lourde byzantine des cataphractaires, développée à partir du VIe siècle sous l'empereur Justinien, illustre parfaitement cette filiation. Son équipement, armure lamellaire protégeant le cavalier et sa monture, lance longue comme arme principale, arc composite comme arme secondaire, reproduit presque exactement celui des Sarmates. Même l'organisation tactique, avec des unités de choc soutenues par des archers à cheval plus légers, reflète l'héritage des steppes. Sur le plan commercial, les routes établies ou sécurisées par les confédérations nomades facilitèrent les échanges à longue distance. Des produits comme la soie chinoise, les épices indiennes, l'ambre balte ou les fourrures sibériennes circulaient sur ces réseaux, enrichissant les intermédiaires et stimulant l'économie des régions traversées. Ces routes commerciales transeurasiatiques, précurseurs de la célèbre route de la soie, n'étaient pas des voies uniques, mais des réseaux complexes de chemins alternatifs. Leur tracé exact variait selon les conditions politiques, environnementales ou économiques. Des oasis, des cols de montagne, des gués sur les grands fleuves constituaient des points de passage obligés, souvent contrôlés par des groupes nomades qui en tiraient d'importants revenus. Des caravansérails, établissements offrant gîtes et protection aux marchands, jalonnèrent à ces routes, créant des points de contact interculturels où s'échangeaient non seulement des biens, mais aussi des idées, des techniques, des récits. L'impact démographique fut également notable. Des études génétiques récentes montrent une contribution significative des populations des steppes aux poules, génétiques européens, particulièrement dans l'est du continent. Des migrations, des invasions, mais aussi des intégrations pacifiques par le commerce ou les alliances matrimoniales expliquent cette influence. Ces échanges génétiques
reflètent la complexité des interactions entre nomades et sédentaires. Si les récits historiques mettent l'accent sur les conflits et les invasions, l'archéologie et la génétique révèlent des processus plus nuancés et graduels. Des communautés mixtes se formaient aux frontières des mondes nomades et sédentaires. Des individus circulaient entre ces univers, comme marchands, artisans spécialisés, mercenaires ou épouses. Des groupes entiers pouvaient être intégrés dans une société ou l'autre, suite à des défaites militaires ou à des alliances politiques. La langue constitue un autre domaine d'influence majeure. Les langues iraniennes parlées par les Scythes et les Sarmates ont laissé des traces dans le vocabulaire de nombreuses langues européennes, particulièrement dans les terminologies liées au cheval, à la guerre et au commerce. L'ossète, parlé aujourd'hui dans le Caucase, est considéré comme le dernier descendant direct de ces anciennes langues des steppes. Cette influence linguistique s'observe également dans la toponymie. De nombreux noms de rivières d'Europe orientale, Don, Dniepr, Dniestre, Danube, ont des étymologies iraniennes. Des termes techniques liés à l'équitation et à l'armement ont également été empruntés aux langues des steppes par les langues slaves, germaniques ou romanes, témoignant de l'impact culturel durable de ces peuples nomades. L'art et l'artisanat européens portent également l'empreinte de ces contacts. Le goût pour les motifs animaliers stylisés, caractéristique de certaines périodes de l'art médiéval, doit beaucoup au style animalier scythe. Des techniques d'orfèvrerie comme le cloisonné ou le granulé se diffusèrent partiellement via ces réseaux d'échange. L'art des steppes influença particulièrement l'esthétique des peuples germaniques. Les fibules zoomorphes des Goths et des Lombards, les entrelacs animaliers de l'art viking, certains motifs décoratifs de l'art celte tardif, montrent des affinités stylistiques évidentes avec les créations scythes et sarmates. Cette influence s'explique par les contacts prolongés entre ces peuples dans les régions pontiques et danubiennes, ainsi que par la circulation d'objets de prestige le long des routes commerciales. Les conséquences politiques furent parfois dramatiques. La pression exercée par les peuples des steppes contribua à la déstabilisation de l'Empire romain d'Occident, précipitant sa chute. Plus tard, la menace constante venue de l'Est façonna l'organisation des États slaves naissants, les obligeant à développer des systèmes défensifs adaptés. Cette pression s'exerçait de manière directe par des invasions, mais aussi indirectement en déclenchant des effets dominos. Un peuple poussé par les nomades, les steppes, se voyait contraint de migrer à son tour, bousculant d'autres populations, et ainsi de suite. Ainsi, les Huns, peuple nomade originaire d'Asie centrale, repoussèrent les Alains, un groupe sarmate, qui à leur tour déplacèrent certaines tribus germaniques, lesquelles finirent par franchir les frontières romaines, déclenchant une cascade d'événements qui culmina avec la chute de l'Empire d'Occident. La littérature et la mythologie témoignent de l'impact psychologique profond de ces rencontres. De l'Antiquité au Moyen Âge, la figure du cavalier nomade, tantôt représenté comme un guerrier noble et libre, tantôt comme un barbare sanguinaire, hante l'imaginaire européen. Des textes comme le Chant d'Igor, en vieux slave, ou certaines sagas nordiques portent la trace de ces contacts. Ce Chant d'Igor, ou plus précisément, dit de la campagne d'Igor, poème épique russe du XIIe siècle, raconte l'expédition malheureuse du prince Igor Sviatoslavitch contre les Polovtsès Koumans, un peuple nomade turcique ayant succédé aux Ska. Sarmates dans les steppes pontiques. Malgré l'écart chronologique, ce texte reflète la persistance du monde des steppes dans l'imaginaire slave, avec ses descriptions vivantes des tactiques nomades, des coutumes guerrières, et du paysage steppique lui-même, perçu comme un espace mystérieux et menaçant. La religion même fut affectée. Le culte de Mitra, divinité d'origine iranienne populaire chez les Sarmates, se répandit dans tout l'Empire romain, devenant un rival sérieux du christianisme naissant. Des éléments du chamanisme des steppes influencèrent certaines pratiques populaires qui persistèrent longtemps en marge du christianisme officiel. Le mitriacisme, religion à mystère centrée sur le dieu Mitra, connut une popularité remarquable dans l'armée romaine entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. Ces adeptes, principalement des soldats et des marchands, se réunissaient dans des sanctuaires souterrains appelés mitraea
pour des cérémonies initiatiques secrètes. L'iconographie mitriaque, notamment la scène centrale du tauroctonie, Mitra sacrifiant un taureau, présente des éléments visuels, costumes, postures, symboles, qui suggèrent une influence des traditions religieuses iraniennes, possiblement transmises via les Sarmates et autres peuples des steppes en contact avec les légions romaines stationnées sur le Danube. L'héritage des Scythes et des Sarmates survit aujourd'hui de manière fragmentaire mais significative. Dans les musées, leurs trésors funéraires continuent de fasciner par leur beauté et leur sophistication technique. Le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, le musée archéologique de Kiev, le musée national de Hongrie à Budapest conservent des collections exceptionnelles d'objets scythes et sarmates, témoins silencieux d'une culture largement disparue. Le fameux or des Scythes, ensemble d'objets précieux découverts dans les kourganes royaux d'Ukraine et de Russie méridionale, constitue l'un des trésors archéologiques les plus impressionnants au monde. Ces pièces d'orfèvrerie, pectoraux, diadèmes, fourreaux d'épée, plaques de ceinture, coupes à boire, témoignent non seulement d'une maîtrise technique exceptionnelle, mais aussi d'une vision esthétique unique, où la puissance de la nature sauvage se cristallise dans le métal précieux. La modernité de ces créations, leur dynamisme, leur expressivité, continuent d'inspirer des artistes contemporains, créant un pont à travers les millénaires. Les dates et événements précis jalonnent cette longue histoire. En 714 avant notre ère, les Assyriens mentionnent pour la première fois les Scythes dans leurs chroniques. Au VIe siècle avant notre ère, Darius Ier de Perse lance sa campagne désastreuse contre les Scythes d'Europe. Au IVe siècle avant notre ère, les Sarmates commencent à supplanter les Scythes dans les steppes pontiques. En 61 de notre ère, le dernier royaume scythe de Crimée tombe sous les coups des Sarmates et des Romains. Cette date marque la fin politique des Scythes, mais non leur disparition totale. Des communautés identifiées comme Scythes persistèrent pendant plusieurs siècles encore, progressivement assimilées aux populations environnantes, sarmates, grecques, romaines, gothiques, ou incorporées dans de nouvelles formations ethniques. Leur héritage culturel, notamment certains motifs artistiques et pratiques funéraires, survécut plus longtemps, absorbés et transformés par leurs successeurs. Au IIIe siècle de notre ère, la pression des Goths pousse de nombreuses tribus sarmates vers l'ouest. Au IVe siècle, l'arrivée des Huns bouleverse définitivement l'équilibre des steppes, forçant les derniers groupes sarmates à fuir vers l'Empire romain, où ils sont intégrés comme fédérés. Certains chercheurs pensent que la légende arthurienne garde la trace de cavaliers sarmates stationnés en Bretagne romaine, dont les étendards à l'effigie du dragon auraient inspiré le nom du père d'Arthur, Uther Pendragon. Cette hypothèse sarmate sur les origines de la légende arthurienne, développée notamment par C. Scott Littleton et Linda Amalcor, s'appuie sur plusieurs parallèles frappants. Les récits arthuriens mentionnent une épée magique, Excalibur. Tout comme les légendes ossètes parlent d'une épée sacrée plantée dans le sol. La quête du Graal trouve des échos dans des mythes sarmates de récipients magiques. La structure sociale de la table ronde, avec ses guerriers d'élite égaux entre eux mais soumis à un chef suprême, ressemble à l'organisation des compagnonnages guerriers sarmates. Ces similitudes pourraient s'expliquer par la présence attestée de cavaliers sarmates, notamment des Yaziges, dans l'armée romaine de Bretagne au IIe siècle de notre ère. Les villes disparaissaient effectivement sous l'impact de ces bouleversements. Olbia, prospère colonie grecque sur les rives du Boug méridional, fut détruite par les Gètes en l'an 48 avant notre ère, puis reconstruite, avant d'être définitivement abandonnée au IVe siècle de notre ère sous la pression des migrations gothiques et uniques. Tannay, importante place commerciale à l'embouchure du Don, connut un sort similaire. Les fouilles archéologiques dans ces sites révèlent les traces tangibles de ces crises. Couches d'incendie séparant différentes phases d'occupation, trésors monétaires enfouis précipitamment et jamais récupérés, squelettes portant des traces de mort, violentes fortifications hâtivement renforcées puis abandonnées. Ces vestiges matériels confirment et nuancent les récits des sources écrites, souvent dramatisés ou simplifiés pour des raisons rhétoriques ou politiques. Le destin des Sarmates occidentaux,
intégrés à l'Empire romain, puis dispersés dans diverses populations lors des migrations du Haut Moyen Âge, contraste avec celui des groupes restés dans les steppes, progressivement absorbés par de nouveaux arrivants, Huns, Avars, Bulgares, Khazars, Péchenègues, Koumans et finalement Mongols. Cette absorption ne signifiait pas une disparition totale. Des éléments culturels sarmates, techniques d'équitation, styles vestimentaires, motifs décoratifs, pratiques religieuses, furent adoptés par ces nouveaux maîtres des steppes, créant une continuité subtile au-delà des ruptures politiques et ethniques. Ainsi, certains spécialistes voient dans les plaques de ceinture décorées des Avars, 6e-7e siècle, une persistance de l'esthétique sarmate, adaptée au goût des nouveaux dominants. Pourquoi continuons-nous à raconter l'histoire des Scythes et des Sarmates comme si elle était simple, alors qu'elle recouvre des siècles d'évolution, des dizaines de peuples différents, des adaptations culturelles infiniment variées? Peut-être parce que nous avons besoin de ces simplifications pour appréhender un passé complexe. Peut-être aussi parce que ces peuples des steppes nous fascinent par leur altérité, leur mode de vie si différent du nôtre, leur liberté perçue comme absolue. Cette simplification n'est pas innocente. Depuis l'Antiquité, les nomades ont servi de contre-modèle aux sociétés sédentaires, incarnant tantôt la barbarie à rejeter, tantôt la liberté primitive à regretter. Hérodote utilisait déjà les Scythes comme miroir pour réfléchir sur la société grecque, tout comme Tacite se servait des Germains pour critiquer indirectement la Rome impériale. Plus récemment, les idéologies nationalistes ont instrumentalisé l'héritage scythe ou sarmate, le revendiquant comme ancêtre prestigieux ou le rejetant comme élément étranger. Ces manipulations du passé nous rappellent que l'archéologie et l'histoire ne sont jamais politiquement neutres. En réalité, l'histoire des civilisations nomades d'Eurasie nous rappelle que la sédentarité n'est qu'une option parmi d'autres dans l'aventure humaine. Pendant des millénaires, des sociétés sophistiquées ont prospéré sans ville, sans agriculture intensive, sans écriture propre, défiant notre conception habituelle du progrès civilisationnel. Cette remise en question de notre vision téléologique du développement humain constitue peut-être l'apport le plus précieux de l'étude des sociétés nomades. La trajectoire qui mène de la chasse-cueillette à l'agriculture, puis à l'urbanisation et à l'industrialisation, n'est pas universelle ni inévitable. D'autres voies ont existé, adaptées à d'autres environnements et à d'autres valeurs. Le nomadisme pastoral représentait une stratégie parfaitement rationnelle et efficace dans le contexte spécifique des steppes eurasiatiques, avec leurs vastes espaces, leurs ressources dispersées et leur climat extrême. Ces nomades nous enseignent aussi la résilience, l'adaptation constante à un environnement changeant et souvent hostile. Dans un monde contemporain confronté à des défis environnementaux majeurs, cette leçon d'adaptabilité prend une résonance particulière. Le nomadisme impliquait une forme d'intelligence écologique remarquable. Savoir lire les signes subtils du paysage, comprendre les cycles naturels, maintenir un équilibre dynamique entre exploitation et préservation des ressources. Cette sagesse environnementale, transmise oralement à travers les générations, permettait à ces sociétés de survivre et même de prospérer dans des conditions que nous jugerions aujourd'hui extrêmement difficiles, sans technologie avancée ni infrastructure permanente. L'art scythe et sarmate, avec sa célébration du monde animal, sa dynamique du mouvement figé dans l'or et le bronze, nous rappelle un temps où l'humanité se percevait comme partie intégrante de la nature, non comme sa maîtresse ou sa gardienne. Ce rapport différent au monde naturel pourrait nourrir nos réflexions écologiques actuelles. Cette vision animiste du monde, où chaque élément naturel, animal, plante, montagne, rivière, nuage, était potentiellement habité par un esprit et doté d'une forme de conscience, créait un rapport respectueux à l'environnement, non par idéalisme écologique avant la lettre, mais par pragmatisme spirituel. Maltraiter la nature revenait à s'aliéner les puissances invisibles qui la gouvernaient, avec des conséquences potentiellement désastreuses. Cette perspective, si éloignée de notre dualisme moderne séparant radicalement humain et non humain, matériel et spirituel, offre des pistes de réflexion féconde
à l'heure où nous cherchons à repenser notre relation au monde naturel. Enfin, l'histoire de ces peuples illustre la complexité des rencontres interculturelles. Ni simplement destructrices, ni idylliquement harmonieuses, ces interactions entre nomades et sédentaires furent faites de violence et d'échanges, de rejet et d'emprunt, créant des synthèses culturelles inédites qui enrichirent toutes les parties impliquées. Ces interactions prenaient des formes multiples et simultanées. Conflits militaires, échanges commerciaux, alliances politiques, mariages interculturels, conversions religieuses, adoptions technologiques. Chaque groupe, chaque individu même, naviguait à sa manière dans cet espace interculturel complexe, adoptant certains éléments étrangers tout en préservant son identité propre. Ce modèle d'acculturation sélective, où l'emprunt n'implique pas nécessairement l'assimilation, pourrait éclairer notre compréhension des processus de mondialisation culturelle contemporains. Les steppes sont aujourd'hui silencieuses. Les derniers nomades ont été sédentarisés, souvent de force, au cours du XXe siècle. Les chevaux sauvages qui y galopaient par millions ont pratiquement disparu. L'herbe ondule toujours sous le vent, mais elle ne raconte plus les mêmes histoires. Cette sédentarisation forcée, particulièrement brutale sous les régimes soviétiques et chinois, constitue l'une des tragédies méconnues du siècle dernier. Au nom du progrès et de la modernisation, des populations entières furent contraintes d'abandonner un mode de vie millénaire, parfaitement adapté à leur environnement. Les conséquences furent désastreuses. Dégradation environnementale due au surpâturage localisé, perte de savoirs traditionnels irremplaçables, déstructuration sociale et culturelle, problèmes sanitaires dans des habitations inadaptées au mode 2. Vie imposée. Aujourd'hui, les steppes font face à de nouveaux défis. Le changement climatique accentue l'aridité dans de nombreuses régions. L'agriculture intensive gagne du terrain, transformant des pâturages naturels en champs irrigués. L'exploitation minière et pétrolière pollue des écosystèmes fragiles. Ces pressions s'exercent sur un milieu déjà fragilisé par des décennies de mauvaise gestion environnementale sous les régimes socialistes. Pourtant, quelque chose de l'esprit des cavaliers scythes et sarmates survit. Dans notre fascination pour leur art, dans notre admiration pour leur résistance aux empires, dans notre rêve secret d'horizon infini où la liberté serait absolue. Ce rêve de liberté nomade traverse la littérature et le cinéma moderne, des romans de Jack London au film de Sergueï Bodrov. Le motif du cavalier solitaire, incarnation d'une liberté sauvage échappant aux contraintes de la société organisée, constitue un archétype récurrent de notre imaginaire collectif. Dans un monde de plus en plus urbanisé, quadrillé, surveillé, cette figure du nomade indompté offre un espace mental de résistance et d'évasion. Plus concrètement, des initiatives de préservation et de revitalisation se développent dans plusieurs régions des steppes. Des projets de réintroduction du cheval de Przewalski, dernier cheval véritablement sauvage, rencontrent un certain succès en Mongolie. Des zones de protection écologique sont créées pour préserver la biodiversité steppique. Des communautés locales redécouvrent et adaptent certains aspects du pastoralisme traditionnel, plus durables que les méthodes intensives imposées pendant la période soviétique. Simultanément, les recherches archéologiques continuent d'enrichir notre connaissance de ces civilisations disparues. Des techniques nouvelles, analyse ADN des restes humains, datation au carbone 14 de plus en plus précise, imagerie satellite révélant des structures invisibles au sol, permettent de réévaluer constamment nos interprétations. Chaque découverte apporte son lot de surprises, nous rappelant que le passé est toujours plus complexe, plus nuancé, plus vivant que nos récits simplifiés. Ainsi, l'histoire des Scythes et des Sarmates n'est pas seulement celle d'un monde révolu. Elle nous parle aussi du présent et de l'avenir, de notre rapport à l'environnement, de notre conception de la liberté, de notre capacité à vivre avec l'autre dans sa différence. Elle nous invite à questionner nos certitudes sur ce qui constitue une civilisation, sur les voies possibles du développement humain, sur les alternatives au modèle dominant de la sédentarité urbaine. En contemplant les chefs-d'œuvre de l'art scythe, en imaginant le galop des cavaliers sarmates dans l'immensité des steppes, nous ne nous contentons pas d'explorer un passé exotique. Nous renouons avec une part de notre humanité commune, celle qui rêve d'espaces ouverts
et d'horizons sans limite. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime.